Je cède maintenant la parole à M. le député de Matane-Matapédia. Merci, M. le Président. À mon tour, j'interviendrai sur la loi visant une meilleure adéquation entre la formation ainsi qu'à favoriser l'intégration en emploi. Comme parlementaire, notre travail, c'est de voir le message qui est envoyé, de voir les détails également et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qu'on représente. Ce n'est pas un sujet simple, M. le Président. Ça fait 9 ans que je suis député et à chaque fois qu'il est question d'aide sociale, pour de vrai, des gens qui viennent nous rencontrer à notre bureau, que je rencontre dans le cadre de mes fonctions, c'est toujours le même choc. On ne s'habitue pas à des gens qui vivent dans l'indigence, dans la détresse, dans la misère humaine, dans la honte, face aux préjugés. Des gens de chez nous, des gens qui n'ont pas choisi leurs conditions, des gens qui aimeraient tellement ça s'en sortir, des gens qui méritent le respect qu'on doit à un humain, des gens qui peuvent être des membres de notre famille, des gens qui souhaitent aujourd'hui qu'on parle pour eux à l'Assemblée nationale du Québec. Et c'est ce que je veux faire. Si je suis entré en politique, Monsieur le Président, c'est d'abord pour défendre les plus vulnérables. Les gens de ma circonscription sont au courant où je loge là-dessus. D'ailleurs, 2 des municipalités les plus pauvres au Québec, la numéro 1 et la numéro 2, sont dans ma circonscription et c'est celle qui systématiquement me donne l'appui le plus fort. Pourquoi? Parce que je parle pour eux. Parce qu'ils se reconnaissent à travers les propos que je vais tenir ici aujourd'hui. C'est difficile. C'est une réalité. Les gens en situation de pauvreté, je les connais, M. le Président. Je les ai rencontrés dans les banques alimentaires. Ce n'était pas pendant des campagnes électorales. C'était le soir de Noël, souvent. Je les ai rencontrés dans la rue, où je leur demandais de passer à mon bureau justement pour un café, pour échanger sur les façons de les sortir de là. Je pense à cette dame qui passait devant mon bureau de circonscription régulièrement avec un vélo, même l'hiver, au péril de sa vie pour ramasser des canettes, parce qu'elle avait des problèmes de consommation importants. J'ai fait ce travail-là avec ma conseillère politique, j'en suis encore très touché. L'aide sociale, elle a plusieurs visages. C'est le visage, entre autres, de ces personnes qui ne sont pas outillées pour faire face aux défis de la vie. Des gens qui ont des problèmes de santé mentale. C'est peut-être la réalité qu'on occulte le plus. C'est moins apparent qu'une limitation physique. Les problèmes de santé mentale, il y en a de plus en plus dans notre société. C'est des gens qui n'ont pas aussi souvent les aptitudes à interagir avec les autres, à entrer en communication, à soutenir le regard, à dire bonjour, à vivre en société avec nous. C'est des gens qui n'ont pas les aptitudes encore d'intégration en emploi, de se présenter à une entrevue d'emploi, voire même d'avoir la motivation de s'inscrire à un parcours scolaire. Ça peut être un parcours en alphabétisation ou à la préparation à l'emploi. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Chaque fois que j'ai un cas d'aide sociale qui vient à notre bureau, ça me brise le cœur. Mais vous savez ce que je fais, M. le Président? J'essaie toujours de responsabiliser les gens que je rencontre à leur situation, tout le temps. Est-ce que, je me permets de tutoyer ou de vous voyer là, selon comment ça se passe, est-ce que vous, monsieur, souhaiteriez avoir un emploi puis avoir cette fierté-là? J'espère que la réponse est oui. Puis on travaille à créer cette fierté-là puis à les responsabiliser face à leur situation. Je ne prends pas la façon facile de dire « Ah, c'est bien difficile, puis il n'y a pas beaucoup d'espoir » ou « C'est de la faute du gouvernement ». Je dis ni un ni l'autre, M. le Président. Je les responsabilise face à leur situation. Puis dans bien des cas, ça a marché. Et les gens de mon bureau, mes conseillers politiques, conseillères politiques qui m'écoutent, sont au courant qu'on a plusieurs victoires comme ça. On a réussi à motiver des gens à intégrer le marché du travail par la positive, par l'encouragement, par les mots qui s'imposent au bon moment. On a réussi à faire ça. Ça, c'est une immense fierté. Ça ne sera jamais dans les journaux. Puis je sais que mes collègues de l'Assemblée nationale vivent tous des cas comme ça dans leur bureau de comté. Nos plus belles réussites, je pense parler à peu près pour tout le monde, c'est les cas individuels qu'on réussit à régler, mais qu'on n'a pas le droit de parler dans les médias, puis pour cause. Mais on est tellement fiers de ça quand on les croise, ces personnes-là. Et ça, c'est des 2 côtés de la Chambre. C'est des cas qu'on a. Dans l'aide sociale, bon, on le vit sur une base quotidienne, mais là, il y a un projet de loi, donc il y a une orientation qui nous est présentée. Et là, c'est ce qu'il faut regarder comme parlementaire. Est-ce qu'on est d'accord avec les objectifs de mettre en mouvement notamment les jeunes? La réponse est oui. Est-ce qu'il est souhaitable qu'on soit sur l'aide sociale? Bien sûr que non. Parce qu'on réalise davantage de rêves en étant en mouvement, en travaillant, en ayant sa propre argent qu'on a gagné. Hein?
c'est encore une valeur qui est actuelle, hein, de dire l'argent qu'on a gagné, il me semble qu'on est plus fiers de ça, de pouvoir faire nos choix de vie, pouvoir créer une famille, bien qu'on peut... Ça ne prend pas un revenu minimum pour créer une famille, ça prend beaucoup d'amour d'abord. Mais c'est la fierté du travail, moi je crois encore à ça. Mais aussi, j'ai appris avec mes années de parlementaire, bientôt 9 ans, que des préjugés, on en a tous. J'en avais, moi, avant d'arriver en politique, à certains égards. Ils disparaissent assez rapidement lorsqu'on regarde l'essentiel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là par choix? J'ai la difficulté à penser que oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là qui ne devraient pas l'être? Est-ce qu'il y a des gens, disons-le, qui sont des fraudeurs? La réponse est oui. Puis qu'on les pogne. S'il y a des gens qui reçoivent un chèque d'aide sociale puis qui ne devraient pas, parce qu'ils ont des activités en parallèle qui excèdent de beaucoup le revenu qu'ils reçoivent avec l'aide sociale, bien, moi, je pense que c'est ceux-là qu'il faut attraper. D'ailleurs, si on mettait la même énergie à attraper les grands de ce monde qui volent bien plus d'argent à l'État que les gens sur l'aide sociale, on en serait tous grandis comme peuple. Il y a des gens qui ont une impunité dans notre société, puis qui dépendent pas mal plus de l'État québécois que des gens sur l'aide sociale, M. le Président. Mais ceux-là, on n'en parle pas aujourd'hui. Peut-être à travers la Commission sur la fiscalité, on en parle. Je ne l'ai pas suivi autant que les parlementaires qui y siègent, mais il faut être juste. Tous ceux qui reçoivent l'argent durement gagné par les Québécois et Québécoises méritent qu'on regarde attentivement comment cet argent est investi ou dépensé selon la façon que vous le voyez, puis comment on atteint les objectifs qu'on partage de la meilleure façon possible. Donc, objectif, on est d'accord. Le problème avec ce projet de loi-là, M. le Président, c'est que, je vais le résumer à 3 éléments. 623 $ par mois. Le prestataire de l'aide sociale est le premier responsable de sa situation. En conséquence, une approche punitive. 623 $ par mois, c'est le montant qu'il faut retenir pour se nourrir, pour se vêtir, pour se loger. On a parlé d'accès logis cette semaine. Ça coûte cher. Dans ma circonscription, là, le nombre de citoyens qui paient plus de 50 % de leur revenu, voire jusqu'à 70 75 % de leur revenu pour le loyer, c'est énorme. C'est inacceptable. Puis souvent dans des taudis mal chauffés, mal isolés, en mauvais état. Donc la pauvreté, c'est ça aussi. Très peu de moyens. Est-ce qu'il faut les punir en leur disant « vous allez en avoir encore moins ». C'est le coup de pied. Vous savez où que ça vous prend pour aller de l'avant? Bien, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu parce que c'est des gens qui sont déjà très, très fragiles. Puis en même temps, le gouvernement adopte cette approche-là, qui pourrait changer en cours de route, mais c'est, disons, la proposition du projet de loi du ministre qui est revenu à son ministère. Donc, on part avec ça. Est-ce que c'est l'approche qui est gagnante? Moi, je dis au gouvernement du Québec, voici un exemple très concret que je vais vous livrer dans une région qui s'appelle la Métis, dont la principale ville est Montjoly. Et voici un exemple du continuum de l'enfance jusqu'à l'emploi, des décisions gouvernementales versus son projet de loi. D'abord, dans cette région, on coupe dans les centres de la petite enfance. On diminue le nombre de places qu'on avait annoncé, ça n'existe plus. Puis là, on fait des coupures qui vont toucher les enfants. Ensuite, École Nord-Joly, École Les Alizés, 2 écoles primaires de Montjoly, toutes les classes spéciales, toutes ont été abolies cette année. Après, on va à l'école secondaire, le Mistral de Montjoly, une des écoles qui part de très, très loin et qui a réussi, grâce à beaucoup d'efforts, grâce à ses artisans, à être une école dont on est très, très fiers maintenant, avec son programme sport-études, ses programmes en culture, avec ses profs qui sont engagés. Bien, les classes spéciales du Mistral ont aussi disparu cette année. 1er septembre, à la rentrée, j'étais là, puis on me l'a confirmé. Donc, toutes les classes spéciales disparaissent. Ensuite, bien, on a coupé au primaire, on a coupé au secondaire, on a coupé dans la petite enfance. Je pourrais parler d'alphabétisation, qui est un enjeu qu'on devrait parler plus souvent à l'Assemblée nationale. Le député de Saint-Jean en a parlé, c'est un pionnier là-dedans, je suis convaincu. Jamais on en a entendu autant parler. Mais un exemple très concret, un organisme d'alphabétisation dans mon comté qui s'appelle Clé Métis Neigette. Bien, ils ont besoin de 25 000 $ juste pour faire face à la demande de gens qui se disent « Je veux finalement apprendre à lire, apprendre à écrire,
Puis j'ai honte un peu, mais je vais, à mon âge, me rendre dans un centre de formation, puis je vais enfin avoir la dignité d'être capable de lire et d'écrire. Bien, on n'a même pas les ressources, pas cher, 25 000 on est capable de combler la demande dans la Métis. C'est une des régions qui a beaucoup besoin de ce soutien-là pour les formateurs et tout ça. C'est pas énorme. Pour 25 000 bien, on règle le problème. Non, on ne le règle pas, en fait. À tout le moins, on peut accueillir les gens. Donc ça, c'est dans la Métis, uniquement. Puis dans cette région-là, je les connais, les problèmes. Je me suis rendu à la fête qu'avaient organisée avec fierté les gens de l'Office municipal d'habitation cet été. Un samedi après-midi, là, j'étais le seul élu qui était là. Puis à leur épluchette de blé d'Inde, on a discuté ensemble de c'était quoi la pauvreté. Puis c'était quoi aussi la fierté quand il y avait des réussites que tout le monde saluait. Ça m'a beaucoup ému, M. le Président. J'ai pensé beaucoup à ma mère à ce moment-là, qui m'a toujours dit que c'est d'abord pour eux qu'il faut se battre dans la vie. Bien, à ce moment-là, je sentais que j'étais là au moment où ça comptait, puis que je ne les lâcherai jamais, ces gens-là. Les gens qui vivent dans l'aide sociale. Des cas d'aide sociale, j'en ai dans ma propre famille, M. le Président. Je sais ce que ça représente, je sais pourquoi les gens y sont, je sais pourquoi il est difficile d'en sortir. Je pense qu'il faut intervenir positivement, qu'il faut avoir une approche humaine, une approche généreuse, où on motive les gens, où on les aide à des moments de leur vie où c'est important, que tout le monde a un potentiel important, il suffit d'y croire, qu'il n'y a pas un cas désespéré, qu'avec de l'amour, avec de l'attention, avec de la bonne volonté, on est capable, de façon positive, d'inviter les gens à gagner le marché du travail, qui est une source de bonheur et de réalisation, mais qui n'est pas la seule. Hein? Fonder une famille en est une autre, réaliser ses rêves en est une autre. Le gouvernement a une grande responsabilité parce que la décision qu'il prendra aura un impact sur combien de personnes, Monsieur le député de Saint-Jean, vous avez le droit de me souffler ça à l'oreille? Des milliers. Des milliers de personnes. Et je dis la décision qu'il prendra parce que ce n'est pas la Chambre qui va la prendre. Que le gouvernement est majoritaire. Je rappelle ça à chaque fois, Monsieur le Président. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse en cette Chambre, notre pouvoir n'est que de tenter d'influencer par la parole, par notre participation, le gouvernement. Ultimement, le gouvernement est majoritaire. En conséquence, tout ce qu'il va proposer, il va l'adopter. On ne peut pas l'empêcher. Ce n'est pas défaitiste, c'est numérique. Alors, il y a un sens. L'élection de 2014, les Québécois ont choisi le gouvernement en place. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est ma façon de livrer à l'Assemblée nationale ce qu'on me dit dans ma circonscription pour influencer le ministre, les gens qui collaborent avec lui, les parlementaires de sa formation politique à une réalité. Cette réalité-là de la pauvreté qui existe chez nous, plus qu'ailleurs, oui. Puis mes collègues du parti gouvernemental, qu'ils soient à Rivière-du-Loup, aux Îles-de-la-Madeleine, qu'ils soient dans le comté de Côte-du-Sud, vivent essentiellement la même chose. On a des profils qui se ressemblent. Mais je suis convaincu qu'eux aussi ont autant de cœur que nous. Tout le monde a du cœur. Il faut s'entendre sur l'approche. Il faut que ça fonctionne. C'est ça qu'on veut. On veut, comme parlementaire, avoir voté la meilleure loi possible. C'est ça, je pense, notre objectif commun. Puis là, l'enjeu, là, au-delà de la politique, c'est sur l'approche. Nous, on pense que cette approche-là ne fonctionne pas. On pense que si on intervient là où ça compte, j'ai parlé de la petite enfance, de l'éducation, des mesures d'insertion en emploi, puis en alphabétisation, on va arriver au même résultat. On pense ça, nous. C'est notre proposition. C'est positif, ça. C'est moins spectaculaire que de répondre à certaines demandes qui viennent de notre population. J'en entends dans mon comté aussi. Coupez-les, les assistés sociaux. Moi, je travaille. Oui, juste. Mais on parle des assistés sociaux comme si c'était quelque chose de flou. C'était un groupe qui se parlait, qui se concertait en disant « on va faire telle ou telle chose pour ne pas travailler ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est l'isolement, l'aide sociale. J'aimerais présenter des prestataires d'aide sociale à ces personnes-là, toujours. Le député de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui a fait de cet engagement-là auprès des plus démunis l'essentiel de sa vie et sa vie parlementaire, n'est pas seul. Hein? Il y a autant de cœur de ce côté-ci de la Chambre. Je vois la députée de Tachereau qui est ici. Vous savez que dans la basse ville de Québec, cette misère-là est apparente. On la voit moins qu'on est à l'Assemblée nationale, mais il suffit de faire quelques kilomètres pour réaliser comment c'est dur et comment ça peut occuper une députée comme la députée de Tachereau. De l'aide sociale
c'est partout. C'est en milieu urbain aussi, même dans une région qui a à peu près 4 de taux de chômage. Alors, ça touche tous les parlementaires. Mais là, il faut s'entendre sur l'approche. Moi, je dis que cette approche-là n'est pas la bonne. J'invite le gouvernement à tenir compte d'autres facteurs qui vont lui permettre d'arriver à ses objectifs. Je pense qu'il est capable d'y arriver. Je pense qu'on est capable d'y arriver. Parce qu'il y a un historique qui me permet d'avoir des doutes sur les orientations historiques du Parti libéral en matière d'aide sociale. J'ai souvenir, M. le Président, malgré mes 41 ans, que le député de Brome-Missisquoi a déjà été responsable de l'aide sociale. Je n'utiliserai pas le premier terme, mais le deuxième terme qu'on utilisait, c'était Macoute. Bien, les organisations qui défendaient les assistés sociaux à l'époque s'en souviennent, et ça a marqué l'imaginaire collectif, je peux vous le dire. C'est devenu très populaire avec ça, d'ailleurs. Député de Brome-Missisquoi. Ça, c'était un ministère qu'il occupait à l'époque du gouvernement du premier ministre Bourassa II, qu'on appelle. Bien, ça a marqué l'imaginaire. Bien sûr qu'il y a des gens qui se sont réjouis. Est-ce que ça a donné les résultats escomptés? Je ne croirais pas. Je ne croirais pas. Les progrès de l'éducation au Québec ont permis à des gens, naturellement, d'avoir accès à un plus grand éventail de possibilités dans leur vie professionnelle. Ça, c'est un succès qu'on a réalisé, plus grande scolarisation, mais on peut faire encore beaucoup mieux. Il y a encore énormément d'analphabètes au Québec. Il y a encore énormément de gens qui ont des problèmes de santé mentale, d'insertion à la vie sociale, d'intégration à l'emploi, qui ne sont pas capables demain matin. Là, je n'ai même pas parlé des offres d'emploi. J'ai juste parlé des gens qui ne sont pas prêts, présentement, au moment où on se parle, à intégrer l'emploi. Je n'ai même pas parlé de l'offre d'emploi et de la création de la richesse. Le gouvernement nous dit qu'on va créer 250 000 emplois. Il est en train d'y arriver, mais à l'extérieur du Québec, M. le Président. Un peu partout dans le monde, là, on va arriver à 250 000 emplois. Moi, j'avais compris que c'était au Québec. Bien non, c'est à l'extérieur des frontières du Québec qu'on va arriver à 250 000 emplois. J'avais mal compris, c'est probablement ça. Probablement beaucoup de Québécois aussi, lors de l'élection 2014. La création de la richesse, même quand on crée des emplois très payants, quand ça arrive, puis on plaide là, pour des emplois payants. Là, je ne m'adresse pas à la clientèle de l'aide sociale. Je pense au financement d'entreprises d'insertion sociale, dans le communautaire, des gens qui sont spécialisés dans l'accompagnement des gens en emploi, dans des fonctions qui sont honorables, qui sont utiles pour la société et qui leur donnent de l'estime de soi. Ça, c'est motivant. Moi, j'en ai là, de ces entreprises-là dans ma circonscription, puis je suis tellement fier de voir les progrès que les gens font. Alors, aux citoyens de ma circonscription, de la Matapédia, de la Métis, de la Matanie qui m'écoutent, je veux leur dire que l'aide sociale, 623 $ par mois, ça ne peut pas être un choix. Imaginez, faites votre budget personnel, essayez de vivre avec 623 $ par mois. C'est difficile. Se loger, se vêtir, se transporter, être capable d'avoir une vie décente. Alors, la solution, c'est quoi? C'est de travailler sur les facteurs qui font en sorte que les gens ne sont pas en emploi. Puis s'il y a des gens qui abusent du système, on va les poigner parce qu'ils ne méritent pas d'avoir l'aide de l'État. D'ailleurs, on devrait faire ça tout le temps pour les gens qui, comme on fait au ministère du Revenu d'ailleurs, hein? Les gens qui travaillent, qui ont fraudé l'État, bien, ils ont des amendes, des pénalités. Bien, on devrait faire ça en permanence, mais pas avoir un poids supplémentaire sur les plus démunis de notre société. D'ailleurs, là, cette aide financière-là, pour l'aide sociale, elle revient assez rapidement, M. le Président. Là. Les gens ne font pas d'épargne. Là. Ça revient rapidement à l'épicerie. Puis à l'épicerie, quand c'est pas au Dollarama, parce que des gens qui font leur épicerie au Dollarama, là, il y en a beaucoup dans ma circonscription. Je peux vous le dire, c'est un nouveau phénomène. Ils ont du pain maintenant. Le pain vient du Dollarama. Puis avant longtemps, il y aura du lait puis des produits essentiels d'une qualité qui n'est peut-être pas la même que ce qu'on retrouve, en tout respect pour cette entreprise, qu'on retrouve dans certaines grandes chaînes. Donc, les gens sont rendus là. Puis aussi, quand il y a une banque alimentaire, il n'y en a même pas dans la Matanie de banque alimentaire. C'est 2 vaillantes religieuses octogénaires qui s'occupaient de ça avant de quitter la région pour un repos bien mérité dans la région de Québec, là d'où elles viennent. Mais il n'y a plus de banque alimentaire. Il n'y a plus un endroit où les gens peuvent s'adresser lorsqu'ils ont faim. Quand ils viennent à notre bureau de circonscription, là, je suis convaincu que mes collègues ont déjà entendu ça. Avez-vous un petit budget pour me permettre de manger? Moi, je l'ai entendu souvent, en tout cas. Bien, on n'a pas ça. D'ailleurs, éventuellement, il faudrait peut-être réfléchir à ça, comment on pourrait, dans nos bureaux de circonscription, avoir une aide de dépannage quand on sait que c'est pour des cas alimentaires. J'aimais cette hypothèse-là. Donc, des gens qui ont faim, des gens qui n'ont pas de lobby qui est ici aujourd'hui pour les défendre, vont compter sur les députés. Je termine avec une note d'espoir. L'ensemble de mes collègues sont honorables, méritent
la considération. On va arriver au même objectif, mais il faut s'entendre sur l'approche. Et j'espère que vous allez écouter notre point de vue. Ensemble, on peut signer une grande loi ou on peut signer une loi qui n'atteindra pas les objectifs pour la dignité humaine. Merci, M. le Président. Merci à vous, Monsieur le député de Matane-Matapédia, pour cette intervention.